commentaires et vous remontrer le livre qu'on lit. Et voilà, donc n'hésitez pas, après vous pouvez toujours commenter, discuter entre vous. Et moi je fais des petites pauses pour regarder. Donc on en était là, l'œil public. Il n'y a malheureusement pas la lecture de la partie 2 du chapitre 2. Ok. Je vais regarder, oui, parce qu'en fait j'ai eu un bug sur les téléchargements de vidéos. Je crois qu'il y en a... Enfin, il faut que je regarde parce que je les ai tous publiés quasiment d'un coup. Et il y a eu un micmac, mais je remets tout à jour là ce soir. Ce soir, je vous remets tout à jour. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mis 2 fois la partie 1. Je me suis trompée dans mes téléchargements. Mais vous inquiétez pas, ce soir je vous remets tout à jour, donc vous aurez donc vous avez déjà le début de la lecture du livre et vous aurez tout ce qu'on a pu lire avant. Voilà, donc c'est-à-dire le chapitre 1, le chapitre 2 et le début du chapitre 3 et je vous mettrai aussi le live de ce soir. Voilà, donc vous pourrez tout écouter tranquillement et on refera un live demain soir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour les retours. Et donc voilà, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube Madame Succès. Madame-du-bas Succès, mais vous avez mon lien dans ma bio. Voilà, alors je commence la lecture. Donc l'œil public. Donc je vous remonte le chapitre qu'on lit. Donc en ce moment, le 3. Faudrait que je me mette des petits post-it là. Attendez. Sinon je vais pas m'en sortir. Le 3, voilà, 89. Voilà, hop. Voilà, donc engagement et cohérence. Donc ça, c'est le chapitre 3. Il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite. Voilà. Donc en fait, il explique, alors je vous résume rapidement ce qu'on a pu lire. Il explique qu'en fait, l'humain a tendance à rester cohérent avec ses premières décisions. Même si les décisions sont pas forcément logiques, même si une personne va apporter la preuve que la décision n'est finalement pas bonne, que la personne a des nouvelles informations et qu'il faudrait réfléchir de nouveau à l'engagement qui a été pris, eh bien en général l'humain ne change pas d'avis. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort supplémentaire de devoir tout réanalyser et de devoir ensuite donc d'analyser finalement toutes les nouvelles données, toutes les nouvelles informations pour ensuite prendre une nouvelle décision. Donc ça demande un effort supplémentaire que très souvent on ne fait pas, sauf peut-être pour des grosses décisions, après ça dépend de chacun, mais globalement voilà. Quand on prend un engagement, en général on a du mal à changer d'avis. Même, alors on ne va pas forcément le réaliser, mais en tout cas on ne va pas forcément changer d'avis non plus. Et on va rester cohérent par rapport à l'engagement qu'on a pu prendre envers soi-même et surtout quand c'est envers les autres. Parce que l'ego fait qu'on ne veut pas dire que finalement on a changé d'avis, que finalement on a eu des informations qui font que voilà, on n'est plus... on n'est plus aligné avec l'engagement qu'on a pris, par exemple. Et il donne l'exemple d'une expérience qui a été faite par des psychologues qui sont partis donc, dans un séminaire sur la méditation. Et donc, dans ce séminaire, l'objectif des personnes qui avaient du coup organisé ce séminaire, c'était de pouvoir en fait obtenir des participants une inscription à une retraite méditative. Et en fait, lorsque du coup le séminaire a eu lieu, les intervenants ont commencé à parler d'éléments, on va dire, sur des thématiques physiques, d'énergie, etc. etc. Alors, ça me fait un peu bizarre de vous dire ça parce qu'on a lu Joe Dispenza avant. Mais en gros, voilà, donc la personne argumentait en disant, la méditation, machin, en fait, ça va faire ça dans votre corps, va y avoir telle conséquence, etc. Et en fait, donc ça c'était l'intervenant et du coup le psychologue qui était venu pour faire l'analyse de cette situation était venu avec un ami à lui qui lui était physicien et qui est intervenu
donc qui était dans le public et a pris la parole en disant ben voilà, ce que vous dites c'est faux, par A plus B il a démontré que c'était faux. Et en fait, les intervenants ont reconnu que, en fait, ils n'avaient pas d'argument contraire. Ils disaient pas que que le physicien avait raison, mais ils disaient, c'est vrai qu'on n'a pas d'argument contraire. Et malgré ça, la majorité des participants se sont quand même inscrits à la retraite spirituelle parce que, en fait, au début, donc le psy qui était venu faire l'étude ne comprenait pas parce qu'il se disait, en fait, les participants ne vont pas s'inscrire et ça va être un flop. Et en fait, non, les participants se sont quand même inscrits. Pourquoi ? Parce que l'engagement avait été pris avec eux-mêmes de tenter l'expérience, de voir comment ça allait se passer et étaient curieux par eux-mêmes et voulaient vivre cette expérience et cette leçon, alors même que du coup le physicien avait démontré par A plus B que ce qui était dit par les intervenants était faux, quoi. Voilà, donc ça c'était un exemple. Bon, après là l'idée c'est pas de débattre sur la méditation et tout, mais c'est l'exemple derrière, c'est vraiment pour montrer que lorsqu'une personne a pris un engagement avec elle-même et envers les autres, et en général on y va jusqu'au bout et on peut être buté et têtu et le faire. Et donc dans cette technique-là d'influence et de manipulation, l'idée en fait c'est de créer l'engagement en fait. C'est de créer l'engagement auprès de votre client, auprès d'une personne avec qui vous voulez, que vous voulez influencer, manipuler, etc. Voilà, c'est de créer cet engagement, puisqu'une fois que la personne a créé l'engagement, elle va être cohérente dans ses actions avec l'engagement qu'elle a pris. Voilà, et donc là, c'est ce qu'on est en train de lire et de découvrir ensemble. Voilà, j'espère que c'était clair. Hop. Coucou LD, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous ceux qui sont abonnés, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Coucou nerveux, merci. Voilà, donc je vous remonte le livre et on va commencer la lecture. Bonsoir Macadi, bonsoir tout le monde. Hop, voilà. Donc, on termine du coup ce chapitre. Donc on en est là, l'œil public. Hop, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et donc les replays seront sur ma chaîne YouTube et mis à jour ce soir. L'une des raisons pour lesquelles les témoignages écrits sont si efficaces pour induire un véritable changement d'opinion est qu'ils peuvent être rendus publics avec la plus grande facilité. L'expérience des prisonniers en Corée a montré que les Chinois savaient appliquer un important principe de psychologie. Les engagements rendus publics sont des engagements durables. Les Chinois faisaient en sorte que les déclarations pro-communistes de leurs prisonniers soient connues de leurs camarades. L'auteur d'un texte qui avait été apprécié des Chinois, par exemple, en trouvait des copies affichées dans tout le camp ou devait le lire lors d'une réunion politique ou même lors d'une émission de la radio du camp. Du point de vue chinois, il fallait qu'il y ait le maximum de publicité. Pourquoi ? Chaque fois qu'un individu prend une position au vu de tous, il ressent par la suite le besoin de conserver cette position de façon à paraître un individu cohérent. Rappelez-vous ce que nous avons montré plus haut. Avoir une conduite cohérente est considéré comme une qualité majeure. Celui qui en est dépourvu est un individu changeant, hésitant, influençable, léger ou instable. Celui qui reste cohérent est au contraire rationnel, sûr de lui, raisonnable et digne de confiance. Dans ces conditions, on ne saurait s'étonner que chacun s'efforce d'éviter jusqu'à l'apparence de l'incohérence. Et donc, pour sauver les apparences, nous hésiterons d'autant plus à nous désavouer nous-mêmes que notre prise de décision aura été publique. La façon dont un engagement public peut entraîner une attitude obstinément cohérente avec une première position est parfaitement illustrée par une expérience célèbre menée par deux éminents spécialistes de psychologie sociale, Morton Dutch et Harold Gerhard.
L'expérience se déroulait de la façon suivante. D'abord, on montrait à des étudiants plusieurs lignes dont ils devaient évaluer la longueur. Après quoi, un groupe d'étudiants devait, pour que leur évaluation représente un engagement public, l'inscrire sur une feuille de papier, signée de leur nom, qu'ils remettaient à l'expérimentateur. Les étudiants d'un deuxième groupe devaient également s'engager sur leur première estimation, ce qu'ils faisaient en l'écrivant sur une ardoise magique, en faisant ensuite, sans que personne ait pu lire ce qu'ils avaient écrit, en effaçant ensuite, sans que personne ait pu lire ce qu'ils avaient écrit. Un troisième groupe d'étudiants ne s'engageait pas du tout sur leur première estimation, ils se contentaient de garder les chiffres en tête. Par ce procédé, Dutch et Gérard avaient réussi à faire en sorte que certains étudiants s'engagent publiquement, d'autres secrètement, et d'autres enfin ne s'engagent pas du tout vis-à-vis de leurs choix initiaux. Ce qui intéressait Dutch et Gérard était de découvrir dans quel groupe les étudiants seraient le plus disposés à s'en tenir à leur premier jugement, après avoir été informés que ce jugement était faux. On donna donc à tous les étudiants de nouvelles indications, leur permettant de se rendre compte que leur première estimation était inexacte, et on leur laissa la possibilité de réviser leurs réponses. Les résultats furent très clairs. Les étudiants qui n'avaient pas écrit leurs réponses furent les moins fidèles à leur décision. Lorsque de nouvelles indications remettaient en cause la justesse d'une décision qui était restée intérieure, ces étudiants se montraient influençables. Ils modifiaient la réponse qu'ils avaient considérée comme juste. En comparaison, ceux qui avaient simplement écrit leur décision l'espace d'un moment sur leur ardoise magique changeaient d'avis moins volontiers lorsqu'ils en avaient l'occasion, et ce, dans des proportions significatives. Bien qu'il ne se soit compromis que de façon totalement anonyme, l'acte d'écrire les engagea suffisamment pour qu'ils résistent à l'influence d'indications contraires et qu'ils s'en tiennent à leur première réponse. Mais Dutch et Gérard constatèrent que, de loin, c'étaient les étudiants qui avaient exprimé publiquement leur position qui refusaient le plus résolument de les renier par la suite. Leur engagement public les avait rendus particulièrement opiniâtres. Cette façon de camper sur ses positions peut se manifester y compris dans des circonstances où il importerait particulièrement d'accorder à la vérité la propriété sur la cohérence. D'accorder à la vérité la priorité sur la cohérence. Lors d'une expérience qui consistait à faire statuer un jury de 6 ou 12 personnes, les situations de blocage s'avérèrent largement plus fréquentes quand ils étaient demandés aux participants de s'exprimer à main levée qu'à bulletin secret. Dès lors que ceux-ci avaient émis un premier avis au vu et au su de tous, ils se montraient réticents à changer d'opinion de manière tout aussi publique. C'est pourquoi, s'il vous arrive un jour de présider un jury dans des conditions comparables, vous aurez tout intérêt, pour limiter les risques de vote sans majorité, à choisir la méthode du vote à bulletin secret plutôt qu'à main levée. D'après Dutch et Gérard, nous sommes donc plus fidèles à nos choix si nous les avons exprimés publiquement. Ces résultats peuvent être mis à profit. Observons les organismes dont la vocation est d'aider les gens à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Beaucoup de cliniques d'amaigrissement, par exemple, savent qu'une décision personnelle de perdre du poids ne résistera pas longtemps aux vitrines de boulangerie et aux bonnes odeurs de cuisine et aux appels des publicités télévisées. C'est pourquoi on s'arrange pour que la décision personnelle soit étayée par un engagement public. Les patients doivent fixer sur le papier un objectif de poids à atteindre et montrer ce programme à tous leurs amis, parents et voisins. Les spécialistes des cures d'amaigrissement affirment que cette simple technique réussit fréquemment là où toutes les autres ont échoué. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de faire les frais d'une clinique spécialisée pour s'appuyer sur un engagement public. Une femme de San Diego m'a raconté
comment elle avait utilisé une promesse publique pour arriver à arrêter de fumer. Je me rappelle que je venais d'entendre parler d'une étude scientifique qui montrait que le tabac provoque des cancers. Chaque fois qu'il était question de ce genre de choses, j'étais résolue à arrêter, mais je n'y arrivais jamais. Cette fois-là, pourtant, je décidai de faire quelque chose. J'ai ma fierté. Je n'aime pas qu'on me voie sous un mauvais jour. Alors j'ai pensé, je peux peut-être m'appuyer sur ma fierté pour en finir avec cette mauvaise habitude. J'ai fait une liste de toutes les personnes dont je tenais à conserver l'estime. Puis je suis allée me procurer des cartes de visite et j'ai écrit sur chaque carte « Je m'engage à ne plus fumer une seule cigarette ». En l'espace d'une semaine, j'avais envoyé une de ces cartes signée à toutes les personnes de la liste. Mon père, mon frère, mon patron, ma meilleure amie, mon ex-mari, à tout le monde, sauf à l'homme avec lequel je sortais à l'époque. J'étais vraiment amoureuse de lui et je tenais à ce qu'il ait de l'estime pour moi. Croyez-moi, j'y ai réfléchi à 2 fois avant de lui donner une carte, parce que je savais que si je ne tenais pas une promesse que je lui avais faite, j'en mourrais. Mais un jour au bureau, il travaillait au même endroit que moi, je me suis approchée de lui. Je lui ai tendu ma carte et je suis partie, sans rien dire. Décrocher du tabac, c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie. J'ai dû me dire des milliers de fois qu'il fallait absolument que je fume une cigarette, mais à chaque fois, j'imaginais ce que penseraient toutes les personnes de ma liste, en particulier cet homme, si je craquais. Et ça a suffi, je n'ai plus touché à une cigarette. Ce qu'il y a de drôle, c'est que cet homme était en fin de compte totalement nul. Je ne comprenais pas ce que j'ai pu lui trouver, mais à l'époque, sans le savoir, il m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles de cette épreuve. Je ne l'aime plus du tout maintenant, pourtant je lui suis reconnaissante. En un sens parce que je crois qu'il m'a sauvé la vie. Alors je vous remonte le livre, donc c'est Influence et manipulation. Voilà, coucou Shams, bonsoir tout le monde. Voilà, donc c'est le livre qu'on lit en ce moment. Je continue la lecture. L'effort supplémentaire. Si les engagements écrits sont si efficaces, c'est qu'ils demandent plus d'efforts que les engagements verbaux. Et les faits montrent que plus un engagement requiert un effort important, plus il influencera la personne qui l'a pris. Ce phénomène peut s'observer autour de nous aussi bien que dans les tribus les plus primitives. Ainsi, dans une tribu d'Afrique australe, la tribu des Tonga, tous les jeunes garçons doivent passer par un rituel d'initiation très complexe avant d'être considérés comme des hommes de la tribu. Comme c'est souvent le cas dans les peuples primitifs, le jeune Tonga doit endurer avant d'être admis parmi les adultes du groupe. Les anthropologues Whiting, Clocon et Anthony ont fait de cette épreuve de 3 mois une description très frappante. Quand un garçon a entre 10 et 16 ans, ses parents l'envoient à l'école de la circoncision qui a lieu tous les 4 ou 5 ans. Là, en compagnie des garçons du même âge, il est en butte aux brimades des hommes adultes de la tribu. L'initiation commence lorsque chaque garçon passe entre 2 rangées d'hommes qui le frappent avec des bâtons. Ensuite, on lui arrache ses vêtements et on lui coupe les cheveux. Il est mis en présence d'un homme couvert d'une crinière de lion et doit rester assis sur une pierre en face de cet homme lion. Quelqu'un le frappe alors par derrière et quand il tourne la tête pour voir qui l'a frappé, son prépuce est saisi et coupé par l'homme lion. Après cela, il est confiné pendant 3 mois dans le lieu des mystères où il ne peut être vu que des initiés. Pendant son initiation, le garçon traverse 6 grandes épreuves, les coups, le froid, la soif, les nourritures immangeables, les punitions et les menaces de mort. Sous le plus léger prétexte, il peut être battu par l'un des nouveaux initiés, sur l'ordre d'un membre plus âgé de la tribu. Il dort sans couverture et souffre durement du froid hivernal.
Il ne doit pas boire une goutte d'eau pendant 3 mois entiers. Les repas sont rendus répugnants par l'herbe à moitié digérée, tirée de l'estomac d'une antilope qu'on verse sur la nourriture. Si le nouvel initié enfreint une des règles importantes de la cérémonie, il est sévèrement puni. L'un des châtiments, par exemple, consiste à placer des bâtons entre les doigts du coupable puis à serrer fortement sa main, presque au point de lui casser les doigts. On oblige le jeune Tonga à la soumission en le terrorisant. On lui raconte qu'autrefois, des garçons qui avaient essayé de s'échapper ou qui avaient révélé les secrets d'initiation aux femmes et aux non-initiés avaient été pendus et leur corps réduit en cendres. À première vue, ces rites semblent étranges et absurdes. Ils sont cependant curieusement semblables dans leurs principes et même dans leurs détails aux habituelles cérémonies d'initiation pratiquées par les confréries d'étudiants. Pendant le traditionnel bizutage qui a lieu chaque année sur les campus, les nouveaux doivent mener à bien un certain nombre d'activités ordonnées par les anciens pour mettre à l'épreuve leur résistance à l'épuisement physique, à la tension nerveuse et au ridicule. À la fin de la semaine de bizutage, ceux qui ont tenu bon sont acceptés comme membres du groupe à part entière. La plupart du temps, leurs tribulations n'ont occasionné qu'une grande fatigue et quelques émotions, même si parfois les conséquences peuvent être plus graves. Il est intéressant de constater que, dans ces traits caractéristiques, le bizutage ressemble aux rites tribaux d'initiation. Nous avons vu les 6 grandes épreuves que l'initié Tonga doit subir pendant son séjour dans le lieu des mystères. Les extraits de presse suivants montrent que chacune de ces épreuves a sa place dans les rituels de brimade pratiqués par les sociétés d'étudiants. Les coups. Le jeune Michael Calogris, 14 ans, a passé 3 semaines dans un hôpital à Long Island en raison des lésions internes reçues durant la cérémonie d'initiation de la société Omega Gamma Delta. Ses futurs frères lui avaient infligé le supplice de la bombe atomique, consistant à lui faire lever les bras au-dessus de la tête et à se rassembler autour de lui et à lui envoyer tout à la fois et à plusieurs reprises des coups de poing dans le ventre. Le froid. Pendant une nuit d'hiver, Frédéric Bronner, élève d'une école secondaire californienne, a été emmené dans une forêt à 1000 mètres d'altitude, abandonné à 15 km du point de départ, vêtu seulement d'un mince sweatshirt et d'un pantalon. Le gros Freddy, comme on l'appelait, grelottant sous un vent glacial, est tombé dans un ravin, se faisant ainsi diverses fractures et se blessant à la tête. Son état ne lui permettant plus de continuer, il est resté là, recroquevillé, et on l'a retrouvé mort de froid. La soif. 2 nouveaux élèves de l'université de l'État d'Ohio se sont trouvés enfermés dans le donjon après avoir enfreint la règle qui imposait à tous les bisus d'entrer en rampant dans la salle à manger pour le repas. Confinés dans la réserve de la maison, ils n'ont reçu que des nourritures salées pendant presque 2 jours. On ne leur fournissait rien qui leur permette de boire si ce n'est 2 récipients en plastique où ils pouvaient recueillir leur propre urine. Les nourritures répugnantes. À la société Kappa Sigma, sur le campus de l'Université de Californie du Sud, les 11 bisus ont frémi d'horreur à la vue de l'épreuve écœurante qui les attendait. 11 morceaux de foie cru d'1 quart de livre reposés sur un plateau. Ces morceaux, compacts et trempés dans l'huile, devaient être avalés tout ronds par les bisus. Hoquetant et s'étranglant à chaque fois, le jeune Richard Swanson s'efforça à 3 reprises d'avaler le sien sans y parvenir. Déterminé à y réussir, il finit par loger la viande pleine d'huile dans sa gorge. Elle y resta coincée, ce qui, malgré tous les efforts déployés pour l'en retirer, entraîna la mort. Les punitions. Dans le Wisconsin, un bisu qui avait oublié une partie d'une incantation rituelle que devaient mémoriser tous les initiés a été puni de son erreur. On lui a fait mettre les pieds sous les pieds d'une chaise sur laquelle s'est assis le plus lourd des anciens, le temps de boire une bière, pendant que le nouveau initié
Bien que le nouvel initié n'ait pas protesté pendant son supplice, il en est ressorti avec 2 fractures. Les menaces de mort. Un nouvel initié de la société Zeta Beta Tau a été conduit sur une plage du New Jersey où il a dû creuser sa propre tombe. Il venait, sur ordre des anciens, de se coucher dans le trou fraîchement creusé quand les bords se sont éboulés, l'étouffant avant que l'on puisse le sortir du sable. Je vais me faire bannir à lire des trucs comme ça. Finesse. Donc voilà, donc les rites. Les rites initiatiques des tribus et des sociétés d'étudiants ont un autre point commun, leur persistance. Toutes les tentatives faites pour les éliminer ou les interdire sont vouées à l'échec, car ces rites de brimade sont extrêmement vivaces. Les autorités, qu'il s'agisse de gouvernements coloniaux ou d'administrations universitaires, ont essayé les menaces, les promesses, les pressions, les poursuites judiciaires, l'exclusion, les interdictions de toutes sortes pour mener les groupes à renoncer aux dangers et aux humiliations de ces cérémonies initiatiques. Rien n'y fait. Certes, les choses peuvent se passer différemment tant que les autorités les surveillent de près. Mais ce changement est plus apparent que réel car les épreuves les plus dures se déroulent secrètement jusqu'à ce que la surveillance se relâche, prête à ressurgir au grand jour. Dans certains campus, les autorités ont essayé de supprimer les brimades les plus dangereuses en instaurant à la place de la semaine de bizutage une semaine de solidarité ou encore en prenant directement eux-mêmes en charge les rituels d'initiation. Quand ces tentatives ne sont pas sournoisement sabotées par les anciens, elles rencontrent une résistance ouverte. Ainsi, après la mort par étouffement de Richard Swanson à l'Université de Californie du Sud, le président de l'université annonça que désormais, toutes les épreuves de bizutage devraient être soumises préalablement aux autorités universitaires. De plus, des conseils d'adultes devaient être présents durant les cérémonies d'initiation. D'après un journal national, le nouveau règlement déclencha des protestations si violentes que la police municipale et les pompiers n'osaient pas pénétrer sur le campus. Se résignant à l'inévitable, d'autres universités ont abandonné l'idée d'abolir les excès de la semaine de bizutage. Si les brimades d'initiation sont un phénomène universel, et tout me porte à le croire, il est très probable qu'on n'arrivera pas à les supprimer. Si on les interdit, elles se poursuivront de façon souterraine. On ne peut pas interdire les relations sexuelles, on ne peut pas interdire l'alcool, et sans doute, on ne peut pas non plus interdire le bizutage. Pourquoi ces sociétés tiennent à ce point aux brimades ? Pourquoi ces groupes cherchent-ils à contourner ou à contester tous les règlements interdisant les épreuves dégradantes ou dangereuses des cérémonies d'initiation ? On a dit que ces groupes étaient composés de déviants, qui éprouvaient un besoin pervers de molester et d'humilier autrui. Mais ce point de vue n'est pas corroboré par les faits. Les études réalisées sur la personnalité des membres de ces groupes montrent que ceux-ci sont, au contraire, plutôt équilibrés et mieux intégrés que les autres étudiants. De plus, chacun sait que les fraternités sont toujours disposées à participer à des actions d'intérêt général. Ce qu'elles refusent par contre, c'est de remplacer par de telles actions leurs cérémonies initiatiques. Une enquête réalisée à l'Université de Washington a révélé que dans la plupart des fraternités, il y avait une tradition se rapprochant d'une semaine de solidarité, mais que cette action bénévole avait lieu en dehors de la semaine de bizutage. Dans un cas seulement, l'action bénévole était directement associée au rite initiatique. Voilà donc l'image qui se dégage des auteurs de ces brimades des individus normaux, plutôt équilibrés, bien intégrés, mais qui, en une seule occasion, s'acharnent collectivement sur leurs victimes. Juste avant l'admission de nouveaux membres dans la société, c'est donc apparemment dans la cérémonie elle-même qu'il faut chercher l'explication. Les rigueurs de l'initiation doivent avoir quelque chose de vital pour le groupe. La dureté de cette pratique doit avoir une fonction que le groupe défend avec vigueur. Mais laquelle ?
Mon opinion personnelle sur cette question est que la réponse nous est donnée par les résultats d'une étude peu connue en dehors de la psychologie sociale. Deux jeunes chercheurs, Elliot Aronson et Judson Mills, décidèrent de vérifier leur thèse, selon laquelle des individus qui traversent des épreuves douloureuses pour arriver à quelque chose ont tendance à lui attribuer plus de valeur que les individus qui ont atteint le même but avec un effort minimal. Ils se montrèrent particulièrement inspirés en choisissant les cérémonies d'initiation comme théâtre de leurs expériences. Ils découvrirent ainsi que des femmes qui avaient dû affronter une initiation particulièrement embarrassante pour avoir accès à un groupe de discussion féminin se convainquirent que leur nouveau groupe et le débat auquel elles avaient assisté étaient très intéressants, bien qu'Aronson et Mills aient donné consigne aux autres participantes d'avoir un débat ennuyeux et sans intérêt. D'autres étudiantes qui étaient passées par une initiation beaucoup moins dure ou qui n'avaient subi aucune initiation exprimaient une opinion beaucoup moins positive au sujet du groupe inintéressant auquel elles venaient d'adhérer. D'autres recherches aboutirent à des résultats similaires lorsque les nouvelles venues devaient endurer, non pas des situations embarrassantes, mais une douleur physique. Plus fortes étaient les décharges électriques reçues au cours de l'initiation, plus le sujet se persuadait que le groupe avait des activités intéressantes, intelligentes et méritait tous ses efforts. À la lumière de ces résultats, les brimades, les épreuves et même les coups endurés pendant les rituels initiatiques prennent un autre sens. L'homme de la tribu, Tonga, qui regarde, les larmes aux yeux, son fils âgé de 10 ans grelotter toute la nuit sur le sol du lieu mystère, l'étudiant de 2e année qui rit nerveusement tout en bourrant de coups le nouveau, ne sont pas des sadiques. Ils agissent pour la survie du groupe. Ils font en sorte, paradoxalement, que les futurs membres de la société estiment davantage leur appartenance au groupe. Et tant que les individus attacheront plus de prix à ce qu'ils ont eu de mal à obtenir, ces sociétés continueront à organiser des rites d'initiation difficiles et pénibles. L'enthousiasme et la fidélité de ceux qui ont traversé ces épreuves augmentent considérablement la cohésion du groupe et ses chances de survie. De fait, une étude comparative de 54 sociétés tribales ont montré que celles qui avaient les cérémonies d'initiation les plus spectaculaires et les plus dures étaient aussi celles où l'on trouvait la plus grande solidarité. À la lumière des observations d'Aronson et Mills, on peut comprendre que si la dureté d'une cérémonie d'initiation accroît notamment l'engagement du nouveau venu dans le groupe, celui-ci s'opérera à toutes les initiatives de suppression de cette attache vitale pour l'avenir du groupe. Les forces armées ne sont en aucun cas exemptes de rituels similaires. Lors de leur classe, les nouvelles recrues subirent des légendaires avanies. L'écrivain William Styron, ex-marine, dresse un inventaire de ses propres expériences en termes qui pourraient facilement s'appliquer aux coutumes des Tonga, ou en l'occurrence des Kappa, des Sigma ou des Beta. Les impitoyables exercices imposés pendant des heures sous un soleil de plomb, les humiliations, les sévices physiques et mentaux, le sadisme fréquent des instructeurs, toutes les injures à l'esprit humain sont propres à faire de garnisons telles que Quantico ou Paris Island, ce qui se rapproche le plus, dans le monde libre, des camps de concentration. Mais Styron, allant au-delà du simple récit des souffrances vécues pendant ce qu'il qualifie d'entraînement au cauchemar, en identifie la finalité. Je ne connais aucun ancien marine, quelle que soit l'orientation politique ou spirituelle, qui est suivi après notre folle jeunesse, qui ne considère être sorti de cette épreuve plus résistant et courageux, en bref, plus aguerri. Faut-il donner foi au jugement de William Styron ? Après tout, chez les spécialistes de la narration, la frontière entre fiction et réalité est souvent imprécise.
Pourquoi devrions-nous prendre pour argent comptant son témoignage quand il affirme que son entraînement militaire, quoique infernal, eut non seulement un effet positif, mais que de plus, ce résultat était voulu pour créer des rapports de fierté et de camaraderie entre ceux qui l'avaient enduré et y avaient survécu? Il existe au moins une raison de croire à son opinion. Il s'agit de l'exemple bien réel d'un cadet de West Point, John Edwards. Celui-ci fut expulsé de l'école militaire américaine en 88 pour un motif lié aux brimades infligées par les aînés, avec la bénédiction des autorités, à toutes les recrues de première année afin de garantir leur aptitude à résister aux rigueurs de leur futur entraînement. Non pas que John Edward, l'un des meilleurs parmi les 700 éléments de sa classe, se soit montré incapable de supporter les rituels auxquels il était soumis. Ce n'est pas non plus à cause d'une cruauté outrancière envers ses benjamins qu'il fut renvoyé. Il s'était simplement rendu coupable d'avoir refusé de leur imposer ce qui selon lui était un traitement absurde et déshumanisant. Il faut en conclure encore une fois qu'au sein d'un groupe pour lequel il importe de susciter un sens durable de solidarité et de l'appartenance, la rudesse des rites d'initiation est valorisée, à ce point que nul ne se montre prêt à y renoncer. Même ceux qui, aspirant à s'y intégrer, n'ont pas plus envie d'en subir les souffrances que de rester à la porte. Alors je vous remonte le livre qu'on est en train de lire, donc Influence et manipulation. Voilà. Bonsoir tout le monde, coucou Lydie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. Coucou Alicia. Voilà, donc je vous remonte le livre. La nouvelle édition, c'est Influence et persuasion. Voilà. Donc moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel. En ce moment, on lit celui-là et je vous remontrerai après tout ce qu'on a pu déjà lire. Voilà, donc je fais des lives le soir. Et quand je lis, je fais des petites pauses et je regarde vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez. Je les regarde et voilà. Alors je suis en train de... Ok, donc on va continuer. Donc n'hésitez pas à me dire si ce livre vous plaît ou pas. Dans tous les cas, le prochain livre qu'on lira, ce sera plus un livre d'introspection. Et là, c'est vraiment pour couper un peu de ce qu'on avait l'habitude de lire. Donc on est plus sur l'apprentissage de techniques de manipulation. Mais après, voilà. Habituellement, on lit plus des livres d'introspection, de développement personnel. Voilà, bienvenue tout le monde. Ok. Alors, je continue. Le choix intérieur. L'examen de phénomènes aussi divers que l'endoctrinement opéré par les communistes chinois et les rituels initiatiques des confréries universitaires nous a appris un certain nombre de choses sur l'engagement. Il semble que les engagements réussissent d'autant mieux à modifier l'image d'un individu et son comportement qu'ils sont pris de façon active, publique, et qu'ils représentent un certain effort. Mais leur efficacité dépend en outre d'un autre facteur, peut-être plus important encore que les précédents réunis. Pour bien comprendre son fonctionnement, il nous faut d'abord résoudre deux énigmes que pose le problème des interrogateurs chinois et des membres des sociétés d'étudiants. La première énigme réside dans le refus des sociétés estudiantines d'intégrer les activités d'intérêt général dans leurs cérémonies d'initiation. Rappelons que d'après une étude, les actions de solidarité, quoique fréquentes, avaient presque toujours lieu en dehors du programme d'initiation des nouveaux membres. Pourquoi cela ? Si ce que les confréries cherchent à obtenir par tous ces rites est un engagement difficile, elles pouvaient sans aucun doute trouver pour leurs nouveaux initiés assez d'activités bénévoles pénibles et déplaisantes. On peut trouver en abondance des tâches ingrates à accomplir telles que faire des réparations pour les hospices, du jardinage pour les asiles psychiatriques,
ou vider les bassins dans les hôpitaux. De plus, des entreprises aussi louables auraient aidé à améliorer l'image très négative qu'ont dans l'opinion publique et les médias les rites de bizutage des confréries. Un examen de la presse a montré en effet que, pour une nouvelle positive concernant les pratiques de bizutage, on relève 5 nouvelles négatives. Ne serait-ce que pour des raisons de relations publiques, donc des confréries, devraient intégrer des actions utiles à la communauté dans leurs pratiques initiatiques. Or, elles n'en font rien. Pour la deuxième énigme, il nous faut revenir au camp des prisonniers en Corée et au concours d'articles politiques régulièrement proposés aux soldats chinois, aux soldats américains. Les Chinois voulaient que le plus grand nombre possible de soldats américains participent à ce concours afin qu'ils soient amenés à écrire des déclarations favorables aux positions communistes. S'il s'agit cependant d'attirer un grand nombre de participants, pourquoi les prix étaient-ils si modestes ? Tout ce que le vainqueur du concours pouvait espérer gagner, c'était quelques cigarettes ou quelques fruits. En la circonstance, ces prix avaient quand même une certaine valeur, mais il existait des choses beaucoup plus précieuses. Les Chinois auraient pu, pour encourager les auteurs de textes, promettre des vêtements chauds, des privilèges concernant le courrier, une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur du camp. Or, ils choisirent de recourir à des récompenses modestes au lieu de proposer des avantages réellement intéressants. Bien que les circonstances soient très différentes, c'est pour la même raison que les sociétés d'étudiants refusaient d'inclure des actions utiles à la communauté dans les cérémonies d'initiation et que les Chinois préféraient, plutôt que d'offrir des prix intéressants, se contenter de petits encouragements. Il fallait que les individus puissent assumer pleinement ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse, aucun échappatoire n'était possible. L'homme qui avait subi des épreuves pénibles ne pouvait pas penser qu'il faisait en même temps une bonne action. Un prisonnier qui émayait son texte de quelques commentaires anti-américains n'avait pas la possibilité d'attribuer son acte au seul espoir d'une grosse récompense. Aussi bien chez les Chinois que chez les étudiants, on visait le long terme. Il ne suffisait pas d'arracher un engagement aux hommes. Ces hommes devaient endosser la pleine responsabilité de leurs actes. Étant donné la propension des autorités communistes chinoises à recourir au concours d'essais politiques pour susciter un engagement de la part de leurs opposants, il n'est pas étonnant qu'elles aient remis ce genre de compétition au goût du jour à la suite du massacre de la place de Tiananmen en 89, au cours duquel des manifestants pro-démocrates trouvèrent la mort sous les balles de forces gouvernementales. Rien qu'à Pékin, 9 journaux ou chaînes de télévision d'État parrainèrent de tels concours sur le thème de l'anéantissement de la rébellion contre-révolutionnaire. Fidèle à une politique astucieuse et éprouvée de longue date, le gouvernement chinois, loin de promettre d'alléchantes récompenses, ne précisait pas en quoi consisteraient les prix remis aux lauréats. Les sociologues ont établi que nous acceptons intérieurement la responsabilité d'un comportement lorsque nous pensons que nous l'avons choisi, libre de toute forte pression extérieure. Or, une grosse récompense est précisément une forte pression extérieure. Elle peut nous amener à agir dans un sens, mais elle ne nous fera pas accepter intérieurement la responsabilité de l'acte. Et par conséquent, nous ne sentirons pas engagés par elle. On peut dire la même chose d'une menace franche. Elle peut entraîner une soumission immédiate, mais normalement, elle sera impuissante à créer un engagement durable. Tous ces principes ont leur application dans l'éducation des enfants. Ils nous indiquent que nous ne devrions jamais nous faire obéir de nos enfants par des promesses ou des menaces de quelques conséquences. De telles pressions produisent sans doute une soumission momentanée. Mais si nous voulons plus que cela, si nous voulons que nos enfants croient au bien-fondé de ce que nous leur demandons, si nous voulons qu'ils continuent à se comporter correctement quand nous ne sommes pas là pour exercer ces pressions extérieures, alors nous devons faire en sorte qu'ils acceptent dans leur fort intérieur la responsabilité de la conduite que nous leur enseignons à tenir.
Une forte expérience réalisée par Jonathan Friedman nous donne à cet égard quelques indications sur les choses à faire et à ne pas faire. Friedman voulait voir s'il était possible d'empêcher des garçons de 7 à 9 ans de jouer avec un jouet très séduisant, simplement en le leur interdisant 6 semaines à l'avance. Quiconque a l'expérience des enfants de cet âge peut mesurer la difficulté de la tâche. Mais Friedman avait un plan. S'il pouvait d'abord amener les garçons à se convaincre qu'il ne fallait pas jouer avec le jouet interdit, cette conviction pourrait peut-être les empêcher d'y toucher par la suite. La tâche la plus difficile était de faire croire aux enfants qu'il était mal de s'amuser avec ce jouet, un luxueux robot fonctionnant sur pile. Friedman savait qu'il serait assez facile de faire obéir un enfant sur le moment. Il lui suffisait de le menacer de sévères punitions si jamais on le prenait à jouer avec le jouet. Tant qu'il était dans les parages pour appliquer, le cas échéant, les sévères punitions, Friedman pensait que les enfants, pour la plupart, ne se risqueraient pas à mettre le robot en marche. Il avait raison. Après avoir montré à l'enfant un assortiment de 5 jouets et l'avoir averti, il ne faut pas jouer avec le robot. Si tu joues avec le robot, je serai très fâché et je serai obligé de sévir. Friedman quitta la pièce pour quelques minutes. Pendant ce temps, l'enfant était observé secrètement à travers un miroir sans teint. Friedman testa cette méthode de menace sur 22 enfants, parmi lesquels 21 ne touchèrent pas au robot pendant qu'il n'était pas là. Ainsi, une menace franche était efficace tant que les enfants pensaient pouvoir se faire prendre et être punis. Mais Friedman avait prévu ce résultat. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était l'efficacité de la menace sur le comportement ultérieur des enfants, quand ils ne seraient plus dans les parages. Pour savoir ce qui se passerait, à ce moment-là, il envoya une jeune femme dans la même école environ 6 semaines plus tard. La jeune femme faisait sortir les enfants un par un pour leur faire passer un test. Sans jamais indiquer que sa présence avait un rapport quelconque avec la visite de Friedman, elle conduisait chaque enfant dans la pièce aux 5 jouets, où elle lui faisait passer un test de dessin. Pendant qu'elle corrigeait le test, elle disait à l'enfant qu'il était libre de jouer avec tous les jouets contenus dans la pièce. Bien sûr, presque tous les enfants jouèrent avec l'un des jouets. Ce qui est intéressant, c'est que, de tous les enfants qui prirent un jouet, 77% choisirent de jouer avec le robot qu'on leur avait auparavant interdit. Les menaces de Friedman, qui avaient été si efficaces 6 semaines auparavant, n'avaient plus aucun intérêt. En fait, n'avaient plus aucun effet lorsqu'il n'était pas là pour appliquer le châtiment. Mais Friedman avait son idée. Il appliqua avec un deuxième groupe d'enfants une méthode légèrement différente. Il montra aux enfants l'assortiment des 5 jouets et les avertit de ne pas jouer avec le robot pendant qu'ils s'absentaient de la pièce. Ce n'est pas bien de jouer avec le robot. Mais cette fois-là, il n'utilisa aucune menace pour effrayer les enfants. Il se contenta de quitter la pièce et d'observer les enfants à travers le miroir sans teint, pour voir si sa recommandation de ne pas jouer avec le robot était suffisante. Ce fut le cas. Exactement comme dans l'autre groupe, un seul des 22 enfants toucha le robot pendant la courte absence de Friedman. La grande différence entre les deux groupes apparut 6 semaines plus tard lorsqu'ils eurent l'occasion de jouer avec les 5 objets alors que Friedman n'était plus dans les parages. Les enfants qui avaient été menacés de punition au cas où ils joueraient avec le robot eurent une réaction étonnante. Quand on leur donnait toute la liberté de s'amuser avec le jouet qu'ils voulaient, la plupart évitèrent de toucher au robot, alors que c'était de loin le jouet le plus intéressant des 5. Les autres étaient un affreux sous-marin en plastique, un gant de baseball d'enfant, sans la balle, un fusil jouet non chargé et un tracteur. Sur les enfants qui utilisèrent l'un des jouets, seulement 33% choisirent le robot. Pour chacun des deux groupes d'enfants,
il y avait eu un événement marquant. Pour le premier groupe, il s'agissait de la menace qu'ils avaient entendue dans la bouche de Friedman pour renforcer son affirmation qu'il n'était pas bien de jouer avec le robot. Cette menace avait été efficace tant que Friedman pouvait les prendre en flagrant délit d'infraction. Par la suite, cependant, lorsqu'il n'était plus là pour observer le comportement des enfants, sa menace se révéla inopérante et par conséquent, son interdiction ne fut pas respectée. Il semble évident que sa menace n'avait pas appris aux enfants qu'il était mal de toucher au robot, mais seulement qu'il était plus prudent de n'en rien faire tant qu'il existait la possibilité d'une punition. Pour les autres enfants, l'événement marquant était l'ordre intérieur et non extérieur. Friedman leur avait dit, à eux aussi, qu'il ne fallait pas jouer avec le robot, mais il n'avait assorti sa recommandation d'aucune menace en cas de désobéissance. Il y eut deux résultats importants. D'abord, la recommandation de Friedman suffisait à elle seule à empêcher les garçons de toucher au robot pendant que Friedman s'absentait brièvement de la pièce. Ensuite, les enfants se sentirent personnellement responsables de leur décision de ne pas toucher au robot à ce moment-là. Ils décidèrent que s'ils n'avaient pas joué avec le robot, c'est parce qu'ils ne voulaient pas jouer avec le robot. Après tout, ce jouet n'évoquait aucune punition permettant de donner une autre explication à leur comportement. C'est pourquoi, des semaines plus tard, quand Friedman n'était plus là, ils continuèrent à ne pas toucher au robot parce que c'est un changement intérieur qui les portait à croire qu'ils n'en avaient aucune envie. Les adultes qui ont affaire à l'éducation des enfants peuvent retenir la leçon de l'expérience de Friedman. Supposons que des parents veuillent apprendre à leur petite fille qu'il ne faut pas mentir. Une forte menace exprimée explicitement « c'est mal de mentir, ma chérie, et si je t'y prends, je te couperai la langue » peut être efficace tant que les parents sont présents ou que la petite fille pense qu'elle risque de se faire prendre. Mais la menace n'atteindra pas l'objectif plus ambitieux qui est de convaincre l'enfant qu'elle ne veut pas mentir parce qu'elle pense elle-même que c'est mal. Pour cet objectif-là, la méthode doit être beaucoup plus subtile. Il faut donner une motivation qui soit juste assez puissante pour que l'enfant soit la plupart du temps sincère, mais pas assez forte pour qu'il la perçoive de façon évidente comme la véritable raison de sa sincérité. La chose n'est pas facile car le choix de cette motivation, juste suffisante, dépend de la personnalité de l'enfant. Pour une certaine petite fille, une simple recommandation peut suffire. C'est mal de mentir, ma chérie, alors j'espère que tu ne le feras pas. Pour une autre, il peut être nécessaire d'ajouter un motif supplémentaire. Parce que si tu mens, tu me décevras beaucoup. Pour une troisième, un léger avertissement doit inclure dans la recommandation « il faudra que je fasse quelque chose que je n'ai pas envie de faire ». Les parents avisés savent à quel type de motivation ils peuvent recourir pour leurs propres enfants. Ce qui est important, c'est d'utiliser une motivation qui produira initialement le comportement désiré et permettra en même temps à l'enfant de se charger de la responsabilité de ce comportement. Ainsi, moins la pression extérieure est détectable, plus la motivation sera efficace. Le choix de cette motivation n'est pas une tâche aisée, mais l'effort mérite d'être entrepris. Cela fait toute la différence entre un engagement éphémère et un engagement à long terme. Pour toutes les raisons que nous venons de voir, les professionnels de la persuasion aiment beaucoup les engagements qui produisent un changement intérieur. D'abord, ce changement n'est pas simplement associé à une situation particulière, mais produira ses effets dans d'autres situations du même ordre. Ensuite, les effets de ce changement sont durables. Ainsi, une fois qu'un individu a été amené à une action qui lui donne de lui-même l'image d'un citoyen soucieux de l'intérêt général, il continuera probablement à agir conformément à cette image, aussi longtemps que celle-ci persistera.
Les engagements produisant un changement intérieur ont un avantage supplémentaire. Ils se développent d'eux-mêmes. Le professionnel de la persuasion n'a pas besoin d'entreprendre un effort long et coûteux pour consolider ce qu'il a construit. Le besoin de cohérence s'en charge. Lorsque notre ami sera persuadé qu'il est un citoyen soucieux de l'intérêt général, il commencera automatiquement à voir les choses sous un jour nouveau. Il se convaincra que cette attitude est la bonne. Il se mettra à trouver au service de la communauté des vertus qu'il ne lui voyait pas auparavant. Il sera ouvert aux arguments en faveur de l'action collective et il trouvera ces arguments beaucoup plus convaincants qu'auparavant. En général, poussé par son besoin d'être cohérent dans son système de valeurs, il se dira que sa décision d'entreprendre est une action d'intérêt général était judicieuse. Ce qui est important dans ce processus de création d'une justification à l'engagement, c'est précisément que les raisons invoquées sont neuves. Ainsi, même si la raison originale du comportement civique n'existe plus, ces raisons nouvellement découvertes peuvent suffire à elles seules à justifier le comportement. Alors je fais juste une petite pause, je vous remonte le livre. Donc voilà, le livre qu'on lit c'est Influence et manipulation. Donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir en ce moment. Voilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou Rafara, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc moi je fais des lives les soirs en semaine et je fais de la lecture de livres. Donc je vous montrerai après, mais voilà, on en a lu pas mal déjà. Voilà. Bonsoir tout le monde. Coucou Parfum de Niche. Bonsoir Kai. Voilà. Hop, donc je vais continuer, je vais juste regarder. Coucou Bouddha, bonsoir Lyon, Solène, bonsoir tout le monde. Voilà, donc les lives, vous pouvez les retrouver en replay sur ma chaîne YouTube. Il faut que je remette à jour les dernières vidéos parce que j'ai eu un bug, bref, il y a des doublons et tout ça. Donc il faut que je regarde, mais tout sera mis à jour ce soir. Voilà, donc là, on en est au chapitre 3. Alors je sais pas si on va le terminer parce que c'est plus long que prévu. Attendez, hop, je vais voir s'il n'y a pas une... Ok. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lise encore, parce que alors j'ai commencé, il était à peu près 21h, donc ça fait une petite heure. Ça va, merci au Rafara. Voilà, donc on va lire jusqu'ici, jusqu'à la page 146. Donc encore une page et demie, et puis on aura terminé la lecture pour ce soir. Voilà, parce que comme je vous disais, maintenant j'essaie de ne pas finir trop tard, mais de commencer la lecture un peu plus tôt. Donc voilà, on va faire comme ça, si ça vous va. Hop. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors je continue. Donc on en est ici. Ce phénomène est extrêmement profitable aux professionnels de la persuasion. Comme nous échafaudons de bonnes raisons pour étayer le choix dans lequel nous sommes engagés, un individu sans scrupule peut nous fournir un mobile pour nous inciter à un certain choix, et, une fois la décision prise, faire disparaître le mobile, sachant que notre décision tiendra désormais toute seule en s'appuyant sur les nouvelles raisons. Les vendeurs de voitures essaient souvent de profiter de cet effet en ayant recours à une technique d'appât. J'ai vu employer cette tactique pour la première fois lorsque j'étais vendeur stagiaire chez un dépositaire Chevrolet. Après une semaine de formation élémentaire, je fus autorisé à regarder travailler le vendeur expérimenté. Une des pratiques utilisées attira tout de suite mon attention.
On offre à certains clients un prix très intéressant pour un modèle, par exemple 400 $ de moins que le prix du marché. La bonne affaire, cependant, n'en est pas une. Le vendeur n'a aucune intention de conclure le marché. Son but est d'amener le client à décider d'acheter un de ces modèles. Une fois que la décision d'acheter est prise, on agit de façon à renforcer le sentiment d'engagement du client vis-à-vis de cette voiture. On remplit des formulaires, on fixe les modalités de paiement. Parfois, on propose au client de prendre la voiture pour un jour, pour vous habituer à pouvoir la montrer à vos voisins et à vos collègues. Pendant ce temps, et le vendeur le sait bien, le client cultive automatiquement de nouvelles bonnes raisons de faire le choix qu'il a déjà fait. C'est alors que se produit un incident. On découvre une erreur dans les calculs. Peut-être que le vendeur a oublié d'inclure le prix du système d'air conditionné. Et si l'acheteur veut toujours un système d'air conditionné, il faut ajouter 400 $ au prix convenu. Pour détourner les soupçons, certains vendeurs laissent aux banques qui ouvrent le crédit le soin de découvrir l'erreur. Dans d'autres cas, le contrat est désavoué au dernier moment par le patron parce que ça nous ferait perdre de l'argent. La voiture peut être achetée pour seulement 400 $ de plus, ce qui, dans le contexte d'un marché de plusieurs milliers de dollars, semble raisonnable. Et d'ailleurs, comme le souligne le vendeur, le prix est égal à celui pratiqué par la concurrence et c'est bien ce modèle-là que vous vouliez, n'est-ce pas? Une variante de cette tactique, plus insidieuse encore, consiste à proposer au client une reprise très avantageuse sur sa vieille voiture, dans le cadre de l'achat d'une neuve. Le client voit que l'offre est très généreuse et saute sur l'occasion. Par la suite, avant la signature du contrat, le responsable des reprises dit que l'estimation du vendeur était trop haute de 400 $ et il réduit l'offre de reprise au niveau normal, de l'Argus. Le client qui sait que l'offre réduite est équitable l'accepte volontiers et peut même se sentir coupable d'avoir essayé de profiter de la surestimation du vendeur. J'ai vu une femme présenter des excuses embarrassées à un vendeur qui avait utilisé avec elle la seconde variante, et ce, alors qu'elle était en train de signer un contrat d'achat pour une nouvelle voiture qui allait rapporter au vendeur une coquette commission. Il eut l'air peiné, mais magnanime lui adressa un sourire de pardon. Quelle que soit la variante utilisée, la séquence est toujours la même. On propose un avantage qui produit une décision d'achat, puis parfois après que la décision a été prise, mais avant que le contrat soit signé, l'avantage initial est habilement supprimé. Il semble presque incroyable qu'un client accepte d'acheter une voiture dans ces conditions, et pourtant le procédé est efficace. Pas avec tous les clients bien sûr, mais l'efficacité est assez grande pour qu'il soit un moyen de persuasion très largement employé dans le secteur de l'automobile. Les vendeurs ont compris qu'un engagement personnel était capable de bâtir ses propres fondations constituées de tout un système de nouvelles justifications de l'engagement. Ces justifications sont autant de supports à la décision, si bien que lorsque le vendeur retire l'un des supports, celui sur lequel tout reposait au début, l'édifice ne s'écroule pas. La perte peut être supportée d'un cœur léger par le client qui se console et même se réjouit en pensant à toutes les bonnes raisons qu'il a de prendre cette décision. Que ces raisons supplémentaires n'auraient jamais existé si le choix n'avait pas d'abord été fait, cela ne vient jamais à l'esprit de l'acheteur. Donc, le livre, c'est Influence et manipulation. Donc, on est en train de le lire en ce moment. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc l'auteur, c'est Robert Cialdini. Voilà.
Et alors, on a terminé du coup la lecture pour ce soir. Donc, comme je vous disais, je vais dézoomer, voilà. Donc, comme je vous disais, donc on a terminé la lecture. Donc, finalement, on terminera le chapitre 3 demain. Normalement, oui, normalement, demain, ça devrait être terminé. Donc, on a fait 1 heure de lecture. On a commencé, même, je crois, un peu avant 21 h. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, à peu près. Donc, voilà, donc 146. Donc, Influence et manipulation de Robert Cialdini, donc, qui nous apprend toutes les techniques d'influence pour nous amener à faire des choses, pour nous amener à acheter, à penser, à agir de telle ou telle manière. Voilà, donc maintenant le titre du livre c'est Influence et persuasion. Si vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans ma bio, vous l'avez sur mon lien Linktree dans mes recommandations de livres de développement personnel. Voilà. Tu trouves que je lis vite? Ok. Le nom de l'auteur. Je lisais très vite. Ok, dites-moi si vous voulez que je ralentisse pour la lecture. Vous me dites. N'hésitez pas à me dire. Je peux ralentir un petit peu pour que vous compreniez mieux ou pour suivre. Voilà. Et après, vous pouvez aller revoir les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Évidemment. Alors, à quelle heure demain? Demain, ce sera vers 20h30. Attendez, je vais voir si j'ai pas autre chose que ça. Hop. Non, j'ai pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, demain, 20h30, on démarrera la lecture. Et j'essaierai de lire un peu plus lentement. Voilà. C'est vrai que avant je lisais un peu plus lentement. Et puis après, j'ai écouté les lectures sur YouTube et je trouvais finalement que c'était peut-être trop lent. Donc je me suis dit que j'allais un peu accélérer. Mais voilà, si jamais vous me dites. De toute façon, à chaque fois, je vous demande, donc il n'y a aucun souci. Voilà, alors je vais remonter un peu les commentaires. Merci beaucoup, Bouddha. De rien, avec plaisir. Donc je fais des lives plusieurs fois dans la semaine. J'essaye d'en faire souvent. Ça dépend des semaines. Voilà, j'essaye d'en faire le plus souvent possible. Donc il y en aura un demain. Il y en aura peut-être un autre samedi. Et donc voilà, je vous dis au fur et à mesure, quoi. Et pour les autres livres que vous voyez derrière vous, donc il y en a là aussi. Donc on les a quasi tous lus déjà en live. Donc malheureusement, il n'y a pas les replays sur la chaîne YouTube parce que je savais pas que je pouvais les mettre, etc. Enfin bref. Donc désormais, les replays sont sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à mettre des petits pouces pour encourager ma chaîne. Voilà, je vous en serai grandement reconnaissante. Donc on a lu déjà les livres de Joe Dispenza. On a lu Lise Bourbeau, Dale Carnegie, Christophe André, Eckhart Tolle, voilà, Napoléon Hill. Ces livres-là au-dessus, on les a pas encore lus et on n'a pas lu les 7 habitudes. Voilà, de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Mais on va les lire. On a lu les accords Toltec et il y en a qu'on relira, je pense. Donc le prochain qu'on lira, on le choisira ensemble. Ça sera peut-être les dépendances affectives ou les profils émotionnels ou Jung. Voilà, un des 3 à mon avis. Donc vous me direz. Et puis après, si vous préférez lire par exemple les 7 habitudes ou Napoléon Hill, on est sur autre chose. Mais ça peut être aussi intéressant. Après, vous voyez, en fait... je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont là souvent sur les lives ou qui ont lu déjà plusieurs livres pour comparer de développement personnel, en fait, en fonction de l'origine de l'auteur, en fait, quand c'est français, américain, suisse, etc., en fait, les exemples sont pas les mêmes. Et donc, voilà, là, on avait par exemple les soldats chinois, le communisme, etc. Donc, l'idée, moi, en fait, je lis le livre
Donc évidemment, je vais pas sauter des pages, etc. Parce que ça reste des exemples qui sont intéressants, mais l'idée, c'est pas de prendre parti pour un sujet ou un autre, c'est vraiment de comprendre les leçons qu'il y a derrière les livres et, et de comprendre finalement l'objectif en fait du chapitre et de ce que vous allez lire, quoi. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu... voilà, après c'est comme ça. Là c'est un livre américain, donc forcément, voilà, on va pas parler des soldats américains qui ont manipulé, je sais pas quoi, machin. Donc on va préférer parler des Chinois, mais bon, ils ont parlé quand même des universités américaines. Donc bon, voilà. Et vous pouvez voir, donc Robert Cialdini, professeur à l'université de l'Arizona, donc qui est chercheur en psychologie sociale, spécialiste de l'étude de la persuasion et de la négociation. Donc son ouvrage Influence et manipulation s'est vendu à 250 000 exemplaires. Et donc comme je vous disais, maintenant la nouvelle version c'est Influence et persuasion. Voilà. Et vous l'avez sur mon lien en bio pour aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Et donc pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré? Donc Robert Cialdini livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion. Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation, et montre comment les battre sur leur propre terrain. Voilà, donc grâce à ce livre, vous ne direz plus oui alors que vous pensiez non, et donc dans chaque chapitre, on nous apprend à déjouer les techniques et à dire non, quoi. Et donc demain, le live sera à 20h30. Coucou Crédit. Ça a commencé... Déjà, concentrons-nous sur aujourd'hui. Crédit, désolé, la lecture est terminée. Demain, ce sera à 20h30. On a terminé la lecture là. Donc je vais rester un petit peu en live si vous avez des questions, si vous voulez discuter un petit peu, je peux rester, il n'y a aucun souci. Mais du coup là, voilà, on a fait une heure environ de lecture. Et comme d'hab, le replay est sur ma chaîne YouTube. Enfin, je publierai tout ça. Voilà. C'est utile pour apprendre le français. Coucou Adi. Oui, enfin, lire des livres, c'est toujours utile pour apprendre. Après, pour apprendre le français, tu peux déjà, tu lis, tu peux tout lire en fait. Sauf s'il y a un vocabulaire particulier que tu veux apprendre dans un domaine, par exemple commerce, je sais pas, médecine, psy, enfin ce que tu veux, ou voilà, s'il y a un domaine en particulier. Là, il faudra lire peut-être des livres qui sont plus orientés sur des sujets sur lesquels tu vas apprendre le vocabulaire. Mais sinon, après, tu lis ce que tu veux. Et comme je vous dis à chaque fois, moi, je vous encourage vraiment à lire à voix haute pour justement la prononciation, pour apprendre plus facilement, comprendre. Voilà. Et régulièrement, quoi. Essayez de lire un peu tous les jours, quoi, si possible. De rien, de rien, de rien. Un résumé de ce que j'ai lu aujourd'hui. En fait, c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est des exemples, mais... Donc, dans ce que j'ai lu aujourd'hui, on est sur le chapitre 3, engagement et cohérence, qui est ici. Donc, on a lu, là, on était sur l'œil public. Voilà, et l'effort supplémentaire. En fait, ce qu'il explique, c'est que donc une des armes d'influence, c'est l'engagement et la cohérence. Et donc, dans ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on annonce publiquement qu'on s'engage dans quelque chose, on a beaucoup plus tendance à tenir nos engagements que quand on se le fait, que quand on s'engage soi-même sans le dire publiquement, sans l'annoncer. Et quand on l'annonce par écrit et publiquement, encore plus.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu là. Donc il a donné plusieurs exemples. Il a notamment donné l'exemple d'une dame. Moi ça m'a marqué donc je vais donner celui-là. Hop, attendez, je vais revenir sur 135. Voilà, il a notamment donné l'exemple d'une dame qui voulait absolument réussir à arrêter de fumer et qui du coup a réussi parce que elle avait annoncé publiquement à tout son entourage que voilà elle allait arrêter de fumer et donc c'est parce qu'elle avait de la fierté et de l'ego qu'elle a réussi à arrêter parce que elle avait annoncé à tout le monde et surtout à la personne avec qui elle sortait à l'époque et comme en fait elle voulait pas passer pour en fait elle voulait pas dégrader son image auprès du type qu'elle appréciait, et du coup, elle s'est tenue dans son engagement en fait. Donc elle a pas fait, elle a fait vraiment pour l'image et l'ego, mais ça a fonctionné et elle dit, en fait c'est ça qui m'a sauvé la vie parce que du coup j'ai arrêté de fumer. Voilà, donc ça c'était du coup l'œil public. Donc ça c'est une des raisons qui fait qu'on tient ses engagements et qu'on est cohérent. Ensuite, l'effort supplémentaire, c'est donc les engagements écrits. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit aussi. Après, il a parlé des rites initiatiques. En fait, ce qu'il explique, c'est que quand on s'engage, de manière plus forte que d'autres personnes, et en fait là, il parlait des rites initiatiques. Mais voilà, quand on fait plus d'efforts que d'autres, même si ce sont des efforts qui peuvent nous faire souffrir, nous faire mal, etc., en fait, la chose pour laquelle on va s'engager a plus de valeur. Et du coup, on va être encore plus engagé et encore plus cohérent pour rester là-dedans. Et c'est pour ça qu'il expliquait que, par exemple, dans les universités, il y a les bizutages. Et en fait, parce que les étudiants veulent absolument intégrer les groupes là, les groupes d'étudiants, je sais plus comment on appelle ça, mais et en fait, donc ils sont bizutés, alors il y a eu des décès machin, vraiment voilà, donc des choses affreuses, et en fait donc ils sont bizutés, mais parce qu'ils souffrent plus que les autres, parce que eux arrivent à tenir alors que d'autres n'y arrivent pas, et ben la valeur de ce qu'ils veulent obtenir est encore plus élevée, et donc du coup en fait, ça augmente la valeur de la chose à avoir et du coup, les gens s'engagent encore plus. Voilà. Et donc là, l'objectif, c'était d'intégrer le groupe d'étudiants. Et donc, en fait, ces rites-là de bizutage n'arrivent pas à s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement une image de si je réussis à intégrer, je suis un super étudiant, je suis l'élite, je suis dans voilà, les groupes machin, je suis prêt à souffrir à la mort là pour intégrer ces trucs-là parce que du coup, c'est cet effort supplémentaire que j'ai fait, que les autres n'ont pas fait, qui fait que j'ai de la valeur en plus et donc je m'engage et forcément derrière les actions sont cohérentes parce que comme on s'engage et qu'on souffre, on est encore plus cohérent dans ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Et le dernier point sur l'engagement et la cohérence qu'on a vu, donc c'est le choix intérieur. En fait, là, donc il explique dans cette partie-là que, donc on l'a pas terminé, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que pour convaincre une personne de s'engager et d'être cohérent dans ses actes, c'est-à-dire d'aller au bout de son engagement, par exemple, là on l'a vu d'acheter une voiture, en fait il faut que l'engagement de la personne vienne d'elle-même, elle vienne de l'intérieur, pas d'une source extérieure à elle. Et donc il donnait l'exemple des enfants, par exemple, donc les enfants avec les jouets, en fait ce qu'il disait c'est que quand en gros on dit à un enfant par exemple, on lui dit ne touche pas à ce jouet, sinon je vais te punir. En fait, l'enfant ne va pas y toucher pendant un certain temps parce qu'il va se dire l'adulte est dans le coin donc je vais pas y toucher. Mais au bout d'un certain temps, comme l'enfant constate que l'adulte n'est jamais là,
bah, il va il va finalement rejouer avec ce jouet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il craint et ce pourquoi il ne fait pas l'action, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui lui fait peur ou voilà. Mais c'est pas quelque chose d'intrinsèque, ça lui appartient pas en fait. C'est pas, il n'est pas convaincu intérieurement. Alors que quand on dit à un enfant, euh, par exemple, ne touche pas à ce jouet, c'est dangereux, en fait, l'enfant va se dire, c'est dangereux pour moi. Il va être convaincu par le fait que du coup, bah, il faut pas y toucher. Et du coup, comme en fait ça ne dépend que de lui parce que c'est entre lui et le jouet, bah du coup, il y touchera beaucoup moins. Alors que en fait, peu importe qu'il y ait des adultes ou pas, il sait que c'est dangereux. Après, bien sûr, il expliquait que bah, y a des enfants qui ont besoin d'avoir plus d'arguments pour convaincre parce que bah oui, il y a des enfants, tu leur dis c'est dangereux, ils vont quand même toucher. Donc après, ça dépend de chaque enfant. Mais enfin voilà, il y avait pas mal d'exemples, voilà. Et en fait, voilà, c'est l'idée que du coup, donc c'est vraiment l'idée de en fait, d'être convaincu intérieurement, quoi. C'est un choix que l'on fait soi-même, en fait. C'est ça. C'est que c'est un choix que l'on fait soi-même et pas qui nous est imposé par les autres. Je fais le choix de ne pas toucher à ce jouet parce que je décide que si je le fais, je vais me brûler ou je vais me faire mal. Enfin, pas me brûler, mais en tout cas, je vais me faire mal. Euh, et non pas parce que si je le fais, eh ben, il y a une personne, l'autre personne ne va pas être contente et du coup, enfin, l'adulte ne va pas être content et du coup, je vais avoir une punition. Là, la différence, c'est que je le fais parce que moi-même, je ne veux pas me blesser, alors que l'autre, c'est je le fais parce que si l'adulte est dans le coin, c'est lui qui va pas être content. Mais j'ai, j'ai quand même envie de jouer avec ça et je comprends pas pourquoi l'adulte et je comprends pas pourquoi je devrais pas y jouer à part le fait que l'adulte ne va pas être content. Et du coup, ça m'appartient pas. Le choix est pas intérieur, je l'ai pas décidé par moi-même en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on a lu. Après, je regarde vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Enfin, vous pouvez compléter et tout ça. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Voilà. Hop. En tout cas, j'espère que c'était clair. On est tous spécialistes en manipulation. Par exemple, tu veux faire un nouveau live, un resto, acheter cet ordi qui comblera. Tu veux bien faire un nouveau live, un resto. J'ai pas compris qu'il dit. Par exemple, tu veux bien faire un nouveau. Euh, Pour apprendre le français, un truc vraiment bien, c'est un livre pour enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. En fait, en fonction de ton niveau et c'est vrai que si tu veux apprendre du vocabulaire, ouais, les livres pour enfants, c'est bien parce que tu as le mot avec les images, les lettres, enfin les phrases sont plus faciles et tout ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Cridi. Hop. Donc on va terminer, je l'ai celui-ci mais pas encore lu, il est bien. Coucou Sofiane, ouais il est super bien. On est en train de le lire ce soir, enfin on est en ce moment sur les lives que je fais, on est en train de le lire. Et là on en est au chapitre 3 et demain on terminera le chapitre 3. Et il est vraiment bien, ce que je disais, c'est qu'en fait c'est des techniques pour apprendre à être persuasif, quoi, apprendre à manipuler. Mais disons que on le voit négativement, mais c'est pour mener les gens à faire certaines choses, en fait. Donc, par exemple, là, je donnais l'exemple des enfants. Forcément, quand c'est pour leur sécurité et tout, c'est une bonne chose. Et après, c'est des techniques, par exemple, de vente. Euh, et en fait, surtout, l'idée, c'est que, en fait, c'est les techniques psychologiques, tous les déclencheurs psychologiques qui font que on va aller faire quelque chose et qu'on va être amené à acheter ou à aller faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait en fait. Voilà. Et il est bien, ouais. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a eu que des retours positifs dessus. Oui, exactement, Sofiane. Exactement.
Voilà. On prend toutes les infos et après, chacun en son âme et conscience avec ses valeurs. Évidemment, c'est sûr. Bah, c'est un peu comme la bombe atomique, hein, voilà. Je sais pas si c'est comme le film, voilà. Pour le plus grand exemple qu'on peut avoir, voilà. Donc, chacun après fait en son âme et conscience. Après, bon. Donc, influence et manipulation. Ouais, Robert Greene. Penser et devenir riche, Napoléon Hill, pas mal, et tous les Robert Greene. Ouais, bah, réfléchissez et devenez riche. On l'a lu et on va le relire parce que du coup, c'était le premier que j'avais lu et c'était au tout début des lives. Donc, voilà, on va le relire. Et Robert Greene, c'est vrai que vous m'en avez beaucoup parlé. Et il faut que je regarde ça. Voilà, il faut que je regarde. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Non, non, pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Voilà, si vous avez tous les livres de Robert Greene, il faut que tu lises des 48 lois du pouvoir. Oui, ben, bah écoute, figure-toi que j'ai vu, la dernière fois, on m'a envoyé une vidéo de Mara. Vous savez, Mara, le, le conte Mara, là, avec les super vidéos que tout le monde adore, etc. Et il décrivait je crois, la première des 48 lois du pouvoir. Et en fait, en l'écoutant, je me suis dit, punaise, mais ce livre, à la base, je voulais pas forcément le lire parce que j'entendais que des commentaires qui disaient, bah, en fait, on peut écouter les résumés, c'est pareil. Et je me disais, bon, bah, du coup, c'est peut-être pas la priorité à lire. Mais c'est vrai qu'après, en re-regardant cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est en fait lire entièrement un livre ou un résumé, bah, c'est jamais la même chose, quoi. Donc, il faut que je le lise. Il faut que je le lise. Après, là, l'objectif des lives, c'est plus, donc c'est des livres de développement personnel et on est plus sur de l'introspection, sur des outils pour s'élever, prendre soin de soi, etc. Donc, je verrai, de toute façon, on choisira ensemble, comme d'habitude, ce que vous souhaitez que je lise et en fonction de ce que je vous propose. Mais après, pourquoi pas lire les 48 lois du pouvoir. Mais du coup, on n'est plus dans des livres comme ceux de Lise Bourbeau, Christophe André, sur de la psychologie, de l'introspection, l'estime de soi, etc. On est plus sur voilà, des, des techniques, de l'apprentissage des codes de société et tout, quoi. Mais bon, on peut en faire un résumé, mais chacun retiendra ce qu'il veut. Oui, bah exactement. C'est ça, Sofiane, exactement. C'est pour ça que le lire, c'est toujours mieux. Et moi, de toute façon, je vous dis toujours... voilà, si vous pouvez soit les écouter en livre audio, soit les lire, mais enfin moi je préfère toujours les lire. Et puis le mieux c'est de les surligner, de se prendre des notes et tout ça, voilà, pour bien intégrer. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on lit ici, quoi. Puisqu'on est plus sur de l'introspection, des choses comme ça. Mais bon, on avait envie de changer, donc on a lu, on avait voté pour influence et manipulation. Et ça change. Ça change. Donc tout le monde n'est pas forcément pour, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais pas tarder à couper le live. À vous souhaiter une bonne soirée. Du coup. Donc vous voyez, maintenant je fais des lives qui sont un peu plus courts, mais bon, voilà. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas d'argument. Voilà. Mais voilà, j'essaie d'en faire pour en faire plus souvent, mais bon, au final, bon, voilà. Mais je continue quand même. Le plus important, c'est de continuer sur la durée. Et voilà. Merci beaucoup, Rafara. Merci, Sofiane. Voilà, et donc si vous voulez
Regardez les replays des lives, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ouais, il faut que je m'occupe aussi de faire les lives sur YouTube, on m'a demandé, et sur Twitch. Bon, voilà, il faut que je m'en occupe. Mais en tout cas, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour supporter ma chaîne et voilà. Et aller mettre des petits likes sur les vidéos et vous pouvez les écouter en mode podcast, en étant chez vous, en faisant ce que vous voulez et c'est pas mal quoi. Donc, voilà. Et puis vous avez tous les livres vous allez sur mon lien en bio et vous avez un lien avec toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Donc vous les avez tous dessus parce que souvent j'ai des messages privés qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé les livres, etc. Tout est en lien. Alors c'est un lien Amazon pour les commander, mais vous les avez dessus. Et après, vous pouvez les retrouver sinon en librairie. Vous pouvez les trouver d'occasion sur Vinted, la bourse aux livres. Voilà. Et en livre audio, vous en avez sur YouTube aussi. Et je sais qu'il y a des applications qui font livre audio, mais après, là, je peux pas trop vous conseiller là-dessus. Le problème des résumés, c'est qu'ils ne vont qu'à l'essentiel sans y mettre tout le contexte. Par exemple, ils nous parlent. Bah oui, c'est ça. C'est ça, Crazy. Voilà. Et puis en plus, voilà, quand on lit un livre, et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois de garder vos livres de développement personnel et de les relire, c'est qu'en fait, la lecture sera différente à chaque moment de votre vie, en fonction de votre état d'esprit, de votre avancée, de vos objectifs, de vos prises de conscience. Et donc, les lectures, parfois, même si on connaît le contenu, on va dire que l'impact que ça a sur nous est différent en fonction voilà, de la période, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de les relire parce qu'on va capter certaines choses qu'on n'avait pas captées avant, des choses qui vont nous marquer, sur lesquelles on va réfléchir, mettre en pratique. Et parce que le plus important après, c'est d'essayer de mettre en pratique les choses, mais tout en prenant soin de soi, sans se mettre la pression. Voilà, il faut... Voilà, c'est vraiment le faire pour notre bien-être. Si c'est trop anxiogène, si vous avez l'impression que au final, l'objectif c'est pas d'être parfait, hein. Personne n'est parfait, personne ne fait les choses parfaitement, personne ne fait une routine parfaite 365 jours par an. Ou en tout cas les femmes, pas, voilà, la majorité non, pour plein de raisons biologiques, les mecs peut-être un peu plus, mais en tout cas 365 jours par an c'est quand même assez peu probable. Mais voilà, l'objectif, c'est pas d'être parfait, etc. Mais en tout cas, c'est de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître, de se dépasser, de, de casser certains schémas qu'on reproduit et qui sont pas bénéfiques pour nous, de sortir de certaines pensées limitantes, etc. Donc voilà, voyez ça plus comme des infos que vous prenez et qui permettent de vous améliorer. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir les lire de temps en temps et de pouvoir les relire, quoi. Tu peux juste faire un live sur TikTok et le partager sur les autres plateformes. Oui, je sais, mais il y en a qui veulent les suivre en live, en fait. Et mais les partager en direct ou les partager en replay, du coup. Merci, Jean Stilker. Merci. Merci tout le monde. Sur Amazon, on a la possibilité de commander un livre physique, numérique, mais également... Oui, exactement. Ah oui, je peux partager en direct. Alors là, Cridi, tu m'apprends un truc. Comment on fait? Je vais regarder, hein. Il y a peut-être un logiciel. Il me semble qu'il y a un logiciel pour tout diffuser en direct. Parce qu'en fait, j'ai pas envie... En fait, moi, ce qui me freine, c'est d'avoir... genre 3-4 téléphones qui filment et moi je suis derrière en train de lire, enfin c'est pas hyper agréable et j'aimerais bien avoir max 2 téléphones quoi, et si je peux en avoir qu'un c'est encore mieux. Et du coup voilà, si vous avez des techniques pour diffuser en live directement
Parce qu'à chaque fois que je regarde des lives, il y a souvent plusieurs téléphones. Donc je me dis qu'au final, c'est peut-être pas possible. Mais bon, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me dire. Moi, vraiment, je suis preneuse. Coucou Black Adam. Bah écoute, si tu veux apprendre à lire comme moi, ben tu peux commencer comme je dis, hein, à chaque fois en fait il faut lire à voix haute. Essaye de lire régulièrement 10-15 minutes par jour. L'important c'est de le faire un peu tout le temps, pas forcément 1 heure. Voilà, ça dépend de chacun, mais l'important c'est de le faire régulièrement. Donc voilà, par exemple, le soir avant de te coucher ou quand tu as un moment, tu prends un livre qui t'intéresse, voilà, une thématique qui t'intéresse, un sujet que tu trouves cool, intéressant, voilà, et tu lis à voix haute. Et après, petit à petit, essayer d'aller vers des livres avec... en fait, au début, c'est bien de lire des choses qui vous intéressent. Après, il faut essayer d'aller lire des choses, enfin d'autres thèmes, pour essayer d'enrichir quand même le vocabulaire et tout ça. Mais au début, si vous avez un objectif avec un certain niveau ou un objectif de vocabulaire particulier, ben vous allez vous diriger vers ce type de livre. Mais après, sinon, c'est bien de lire plein de choses différentes, quoi. Mais tu vas y arriver, en tout cas, voilà, ça se fait petit à petit, hein. Moi, je suis pas née en lisant comme ça non plus, hein. J'ai appris petit à petit et voilà, donc ça se fait vraiment... rien n'est impossible. Voilà, tout le monde peut le faire, hein, franchement. C'est juste de l'entraînement. Et en plus, pour vous dire, au début, quand je faisais les lives, je lisais, ça allait, on va dire, voilà, ça allait. Mais j'ai vu à force même, je me suis moi-même améliorée, hein. Donc, vous voyez, on s'améliore toujours. Ouais, Crédit, c'est ça. J'ai besoin d'une équipe pour mettre les lives, pour mettre mes replays sur YouTube, pour faire les publications. Ouais. C'est un boulot. J'ai besoin d'une équipe technique pour m'installer tout ça parce que c'est... Voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'aurai mon équipe, on sait pas. Souhaitez-moi ça parce que ce serait cool. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Lilous pour tous les likes. J'espère que tu vas bien. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Donc demain, on refera un live à 20h30. Ça n'a pas de sens d'avoir... Celui de Napoléon. Pourquoi des os? Pourquoi ça n'a pas de sens? Merci beaucoup Rafara. Merci beaucoup. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour tous ceux qui seront là. Voilà, prenez bien soin de vous. Reposez-vous bien. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je coupe le live et je vous dis à demain. Merci au Rafara. Merci Jean Sticker. À demain. Et j'éteins le live. Bonne soirée. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Madame-du-bas succès. Vous avez tous les liens dans mon lien en bio. Vous cliquez sur mon lien en bio, vous avez mon lien chaîne YouTube et tout ça. Vous avez tout. Les coachings, les appels découvertes pour toutes celles qui veulent être coachées. Enfin voilà, vous avez tout là-dessus, donc n'hésitez pas, il y a toutes les ressources. Voilà, et je coupe le live. Bonne soirée!